Lorsque je vous avais parlé des Zoé, notamment dans ma vidéo sur les langues autochtones, vous aviez été quelques-uns à me dire vouloir en savoir plus sur cette société-là. Et j'ai mis vraiment du temps à faire cette vidéo, j'ai mis vraiment du temps à trouver comment je pourrais vous parler des Zoé un peu plus longtemps. Parce que déjà, avant tout, c'est une société qui est très difficile à cerner. Et puis aussi parce que j'ai eu du mal à trouver l'angle par lequel écrire cette vidéo. C'est-à-dire que par exemple, quand je vous ai parlé des Korowai ou des Bishnoi, je vous ai d'abord parlé d'une tradition particulière pour pouvoir vous parler d'une société. Et c'était un petit peu ce que je cherchais aussi pour pouvoir vous parler des Zoé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en parlant de la société Zoé, en abordant un petit peu la culture des Zoé, on allait surtout pouvoir parler de quelque chose de ultra important, de très actuel et d'urgent même. Alors je vous propose de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir où je veux en venir en dépeignant ce portrait de la société Zoé. Les Zoé constituent en fait une tribu qui vit au nord du Brésil, dans l'état du Pará, au nord de la forêt amazonienne. Et ce morceau de forêt d'environ 2 millions d'hectares est techniquement protégé et interdit d'accès. Les Zoé y sont considérés comme un des derniers peuples intacts de l'Amazonie, donc non contactés ou très peu contactés, même si on va voir que justement la réelle problématique c'est qu'ils le sont sans doute beaucoup trop. Et ils font donc partie de ces sociétés qui sont, tant que faire se peut, protégés par différentes ONG. Selon les experts en langue tupi-guarani, le nom des Zoé signifierait nous par opposition à eux, aux autres. Effectivement, on va voir que les Zoé ont un style de vie communautaire très à part et un peu idyllique. C'est une société complètement pacifiste qui vit en totale symbiose et en totale harmonie avec la nature, avec son environnement, avec les autres membres de sa communauté aussi. C'est une société où le sens de la propriété n'existe pas. Les Zoé vivent dans le partage et dans la modération. Et à tel point même que le mot merci n'existe pas, et c'est ce dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les langues autochtones que je vous mettrai juste ici. Ils vivent vraiment dans la bonté, l'harmonie, la bienveillance, et même la négation, le non, le fait de dire non, ça n'existe pas. Ça aussi, je vous en avais parlé, mais dans ma vidéo sur Sebastião Salgado ce coup-ci. Et quand il y a un conflit, au final, pour le régler, tous les membres de la tribu, ils vont s'adonner à un concours de chatouilles, de manière à désamorcer les peines ou les tensions, et à les transformer en grands éclats de rire collectif. Il n'y a pas de chef non plus chez les Zoé. Il n'y a pas de hiérarchie sociale structurée, mais ça n'empêche pas que chacun ait quand même un rôle. On va par exemple rencontrer les Yuwu, qui sont des sortes de vieux sages. C'est pas forcément les plus vieux en fait, mais c'est ceux qui sont considérés comme étant les plus sages de la tribu, les plus aptes à donner des conseils. Et leur opinion va compter un peu plus que celle des autres lorsqu'il faut prendre une décision, comme par exemple les questions de mariage, de répartition des terres, d'établissement de nouveaux lieux de vie, de prise de contact, etc. À propos du mariage d'ailleurs, les unions chez les Zoé sont hyper complexes. Il semble qu'on retrouve de la polyandrie qu'on avait définie déjà dans ma vidéo sur la parenté, donc il s'agit d'une femme qui aurait plusieurs compagnons, plusieurs maris. Et du coup, si vous vous rappelez ce dont on avait parlé dans la vidéo justement sur les liens de parenté, le fait qu'il y ait une forme de polygamie, ça peut rendre les liens de parenté super complexes. Et effectivement, le système de parenté des Zoé semble extrêmement compliqué. Mais il s'agit aussi surtout d'une société avec une communication ouverte, d'une petite société aussi. Et les Zoé semblent parfaitement s'y retrouver et parvenir à respecter les règles de prohibition de l'inceste. Et on constate aussi qu'il existe un mariage monogame chez les Zoé, et il consiste tout simplement à installer les hamacs des deux amoureux l'un à côté de l'autre. Les Zoé vivent nus, mais ça les empêche pas d'être très coquets et de porter beaucoup d'ornements. Il y a des théories en sciences sociales selon lesquelles le fait de modifier son apparence, de porter des vêtements, des ornements, de se coiffer, d'avoir des bijoux, des marques sur la peau, des peintures, des choses comme ça, ça représenterait en fait
la grande frontière entre la vie à l'état de nature et la vie à l'état de culture. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et peut-être qu'on en reparlera, mais dans une autre vidéo. Déjà, les zoés portent un labré à la lèvre inférieure qu'on appelle le potorou. C'est un ornement esthétique, mais aussi très sans doute un signe distinctif vis-à-vis des autres tribus. On perce la lèvre des enfants entre l'âge de 7 et 9 ans, et c'est l'une des cérémonies les plus importantes dans la vie des zoés. Et aussi, même si les zoés vivent nus, les femmes se tiennent toujours dans une posture qui empêche d'apercevoir leur entrejambe, et les hommes, eux, portent toujours un petit nœud de bambou autour de leur pénis. Donc effectivement, on voit bien là qu'on n'est pas dans une espèce de nudité frontale, on vit nu, mais on a quand même des ornements, on a quand même des postures à adopter. Les femmes, très coquettes, portent également des grandes coiffes blanches très élaborées, faites avec du duvet de vautour, et elles se colorent la peau en rouge avec du roucou écrasé. Les zoés coiffent leurs cheveux, portent des liens tressés autour des genoux, des coudes. Ils portent aussi des grands bijoux imposants et portent donc une très grande attention à leur apparence. Et quand un enfant va venir au monde, on va célébrer sa venue en s'habillant comme une femme, donc c'est-à-dire en portant la coiffe blanche. Tous les hommes, tout le village en fait, va porter cette couronne blanche, va se vêtir de la sorte pour célébrer la maternité, le don de donner la vie. Et la société va vivre pendant les semaines qui suivent sans plus aucune différence entre hommes et femmes. La vie des zoés est également très ritualisée. On a des rites de passage à l'âge adulte, des rites de naissance donc, des rites de mort. Comme dans toutes les sociétés, toutes les grandes étapes de la vie sont ritualisées. Mais par contre, pour les zoés, la mort c'est juste un passage. Et d'ailleurs, les offrandes qu'on fait à un défunt, ce sont des offrandes qui seraient utiles pour faire un voyage, c'est-à-dire des machettes ou des gourdes. Et en fait, ce système de relations très particulier entre les morts et les vivants qui existe chez les zoés serait sans doute un autre des grands facteurs de la sérénité qui règne au sein de cette société-là. Les zoés chassent et ils apprennent très jeunes. Et d'ailleurs, les enfants zoés vont grandir avec des animaux qui sont reliés à eux par des cordes de coton à leurs chevilles ou à leurs poignets. Et en fait, ce sont les premiers animaux que les zoés ont loupés avec les premières flèches qu'ils ont tirées en étant enfants. Ils doivent donc les protéger jusqu'à la fin de leur vie. Les zoés chassent aussi et se nourrissent beaucoup de pécaris, et lorsqu'ils chassent une maman, ils recueillent les orphelins, les petits pécaris, et vont les élever vraiment comme des animaux de compagnie. Il arrive aussi que les zoés aient pu manger du singe. Et ce, comme beaucoup d'autres tribus de l'Amazonie. Finalement, c'est un des animaux les plus courants qu'on retrouve dans la forêt d'Amazonie. Et en fait, ça serait de là que viendrait le grand fantasme occidental sur les sociétés amazoniennes anthropophages. Lorsque les colons voyaient des singes sur les feux ou des ossements de singes qui avaient été mangés, ils ont eu tendance à croire que c'était des restes d'humains. Finalement, avec ce que je vous ai dit là, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on sait sur la culture zoé, sur la cosmogonie zoé. Effectivement, les chercheurs en ethnologie, en anthropologie, savent très peu de choses sur cette société-là. En fait, tout ce qu'on connaît, c'est ça, c'est cette espèce de liste de faits que je viens de vous présenter. À savoir, l'idée que la collectivité est essentielle, que le partage est inné, qu'il n'y a pas de propriété, qu'on vit dans l'harmonie, l'amour, la paix et la liberté, et que c'est une société qui prône réellement la joie de vivre. Mais finalement, sur tous les fondements des croyances, sur toute la cosmologie, sur toute la cosmogonie, on ne sait quasiment rien, et en fait on aurait carrément ne rien pu savoir du tout. Parce que vous allez voir que c'est quand même miraculeux que les zoés soient en vie aujourd'hui. Et pourtant, ils vivent vraiment au fin fond de la forêt d'Amazonie, dans des zones qui sont vraiment pas du tout accessibles. Et d'ailleurs, ils ont été pour la première fois en contact avec la civilisation blanche dans les années 50, lorsqu'ils ont rencontré quelques chasseurs de jaguars dans la forêt. En 1975, un avion de recherche a lâché une caisse avec des objets au-dessus du territoire zoé. Les zoés n'ont même pas cherché à savoir ce qu'il y avait dedans, ils l'enterrèrent immédiatement. C'est en 1987 que les choses commencent à réellement dégénérer. La mission catholique évangéliste New Tribes installe une piste d'atterrissage à la frontière de leur territoire. Les zoés ont secrètement espionné les missionnaires, ils étaient amusés par leur maladresse dans la forêt, mais aussi indirectement, ils se sont petit à petit de plus en plus rapprochés des postes de mission, parce qu'ils étaient aussi
intéressés par tous ces biens très très précieux que les missionnaires laissaient traîner pour les appâter finalement, comme des machettes, des couteaux, des casseroles, des objets comme ça. Et tout ça, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué l'arrivée du typhus, de la malaria, de la grippe, qui se sont répandus comme une traînée de poudre dans la société Zoé. Parce que c'est une société qui a vécu en autarcie pendant très longtemps, qui a un système immunitaire radicalement différent de celui des colons occidentaux. Et entre 1987 et 1988, un quart de la population Zoé a perdu la vie. C'est là qu'est enfin intervenue la FUNAI, le département des affaires indigènes du Brésil. La FUNAI, parfois, elle est accusée de créer des espèces de zoos humains en gardant les autochtones très isolés dans la forêt et en empêchant le contact avec les peuples non contactés ou peu contactés, en restreignant les entrées et les sorties sur les territoires autochtones de la forêt d'Amazonie. Mais c'est aussi peut-être en contrepartie cette politique qui a permis de sauver la vie des Zoé. Parce qu'en 1991, la FUNAI a réussi à faire expulser les missionnaires catholiques et a réussi également à persuader les Zoé à retourner dans leur village. Et ils ont juste fait construire un petit hôpital à proximité du village pour éviter les transferts vers la ville. À ce moment-là, les Zoé, ils n'étaient plus qu'une petite centaine et aujourd'hui c'est une population d'environ 250 personnes, a priori stable. Mais c'est de tout ça dont je voulais parler dans cette vidéo. La mission New Tribes continue de vouloir contacter les Indiens d'Amazonie. Ils ont des appuis politiques au gouvernement brésilien, ils ne respectent ni la culture Zoé ni son environnement et tentent même de mener des missions séduction avec les Zoé pour les monter contre la FUNAI. Par exemple, ils leur font des dons d'objets et de vêtements. Et le vêtement, c'est quand même le symbole absolu de la désintégration de la culture Zoé. Introduire des objets chez les Zoé, c'est les rendre dépendants. Et même la tribu voisine Wai-Wai, sous emprise évangéliste depuis 50 ans, cherche à aller à la rencontre des Zoé pour les convertir également. En clair, il y a des pressions constantes sur les Zoé. Et en plus de celle des missionnaires chrétiens, c'est celle de la frontière du soja qui pèse lourd. La frontière du soja, elle se rapproche de plus en plus du territoire des Zoé, malgré le fait que ce soit soi-disant un territoire protégé. Toutes les forêts autour des territoires Zoé ont disparu au profit des plantations de soja. Et ce soja, il sert à quoi? Il sert à nourrir les bœufs du monde entier. Les Zoé sont très fragiles et vulnérables face aux braconniers, face aux orpailleurs, face aux chasseurs de noix, face aux missionnaires, face aux agriculteurs de masse, mais surtout face aux maladies. Et c'est notamment là que je voulais en venir quand je vous disais que dans cette vidéo on allait parler d'un sujet actuel, important et urgent. C'est que tous les peuples de la forêt amazonienne sont vulnérables face à nos maladies. Les sociétés autochtones, comme je vous l'ai dit auparavant, ont un système immunitaire différent du nôtre. Ils n'ont pas les mêmes maladies que nous avons sur le reste de la planète globalisée et ne sont pas résistants de la même manière. Les Tirio, une autre tribu de l'est du Para, donc de la même région que les Zoé, se retrouvent à être une menace pour ses propres voisins, pour les autres tribus d'Amazonie, car il y a des cas infectés par le sida. Et avec la pandémie de Covid-19 et les politiques actuelles dramatique du Brésil, qui ne cherche pas du tout à protéger la population autochtone, les Zoé et les autres sociétés plus ou moins intactes, plus ou moins contactées de la forêt d'Amazonie sont en grand, mais alors en très très grand danger. Le gouvernement brésilien cherche avant tout à tirer profit de la forêt en la vidant de ses habitants autochtones. Vider les territoires autochtones, c'est faire plus de place pour l'agriculture de masse. En faisant assassiner des représentants autochtones et en laissant se répandre des maladies, le Covid étant donc une aubaine, le gouvernement brésilien cible en toute impunité les peuples les plus vulnérables comme les Zoé. De plus, le gouvernement de Jair Bolsonaro a mis en place des mesures pour affaiblir les ONG qui tentent de protéger les autochtones de la forêt d'Amazonie. Il y a une volonté claire et affichée du président brésilien d'ouvrir les territoires autochtones à l'exploitation agricole et il encourage les grandes vagues d'invasion. L'Amazonie, c'est quand même plus de la moitié des espèces végétales et animales de la planète, en plus de toute la diversité humaine qu'elle abrite. Elle est fondamentale à l'équilibre de notre planète, elle est le poumon de la Terre, et aujourd'hui, elle disparaît à la vitesse de 100 mètres carrés par seconde. Tout ça pour nourrir les bœufs qui finiront dans nos assiettes, et pour fabriquer notre
Nutella dont on se gavera pour faire monter les chiffres de l'obésité en Occident, et ce au détriment de la flore mondiale, de la faune mondiale et surtout d'autrui. Il y avait des millions d'autochtones dans la forêt d'Amazonie quand les colons sont arrivés il y a à peine une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques milliers. Et ce qui arrive aux autochtones d'Amazonie peut et doit être considéré comme un génocide. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, le président brésilien Jair Bolsonaro est actuellement accusé de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Et ce notamment pour sa gestion de la pandémie et pour son encouragement à la prolifération du virus et sa non-protection des minorités. Parce que finalement, moins il y a d'autochtones et plus il y a de terres monétisables. Au moment où je vous fais cette vidéo, en septembre 2020, l'APIB, donc l'Articulation des peuples indigènes du Brésil, compte 31 000 cas de Covid-19 chez les autochtones d'Amazonie et environ 800 décès déjà. Alors les autochtones, ils tentent de s'unir, de faire bloc face à la pandémie. Ils essayent de ne plus aller en ville ou de ne pas laisser de personnes étrangères entrer sur leur territoire. Le problème étant que ça les empêche de se fournir en certains produits de première nécessité déjà. Certaines sociétés dont les connaissances ancestrales encore préservées le permettent se servent d'infusions à base de plantes traditionnelles pour protéger les plus fragiles et les plus âgés de leur société. Mais finalement, toutes les sociétés autochtones d'Amazonie, elles sont face à un dilemme. Soit elles vont se faire soigner et donc se rendent en ville et donc abandonnent leurs terres. Et la pandémie grandit un peu plus. Soit elles s'isolent de plus en plus au risque de créer une propagation interne, de ne pas avoir accès aux soins qu'on pourrait leur offrir en ville et donc d'augmenter le risque de mort des plus âgés de chaque société. Parce que la mort des anciens, c'est aussi la mise en péril, c'est aussi la mise à mort de la transmission des savoirs dans ces cultures qui sont essentiellement orales. Et déjà fin mai, Sebastião Salgado déclarait son inquiétude. Il avait dit « Si la maladie entre dans la forêt, on n'aura aucun moyen de porter assistance. On risque une énorme catastrophe. » Moi j'appelle ça un génocide, c'est l'élimination des cultures et je crois que le gouvernement de Bolsonaro y voit une vraie opportunité de se débarrasser enfin des peuples autochtones. Effectivement, en juillet 2020, 46% des Arara, une autre société amazonienne, étaient infectés par le virus. Aujourd'hui, on peut même penser que finalement les 121 membres de la tribu sont infectés par le Covid-19. Les chefs les plus charismatiques et représentatifs de la protection de l'Amazonie tombent les uns après les autres, comme les caciques Paulino Payacan ou encore Aritana Yawalapiti. Et certains autochtones qui cherchent juste à protéger la forêt, à protéger leur territoire, sont froidement assassinés par des bûcherons ou des orpailleurs, qui sont eux protégés par le régime politique actuel au Brésil. Et on pense notamment à l'assassinat assez récent d'un des grands gardiens de la forêt d'Amazonie, Ariuru Eu Uauuau. Je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est pas parce que ça se passe au Brésil que ça ne nous concerne pas. La neutralité aide les oppresseurs et pas les victimes. On peut déjà commencer par en parler, par prendre conscience des choses, par communiquer à ce sujet et par se rendre compte que même s'il s'agit de faits qu'on ne voit pas, il s'agit de faits bien réels. Ensuite, on peut aussi remettre nos modes de vie en question, se rendre compte à quel point nos actes et nos choix ont des conséquences. Et ce, même sur des petits villages autochtones perdus au milieu de la forêt d'Amazonie. Surtout, on ne doit pas rester passif, on ne doit pas continuer d'encourager de pareilles ignominies et laisser les Zoé et leur petit paradis disparaître dans les flammes de nos barbecues. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers certaines ONG qui proposent des vraies actions, vers le site de Survival International, une ONG mondiale qui se bat depuis une cinquantaine d'années pour les droits des peuples autochtones à travers le monde. Voilà, j'espère que malgré tout cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et que peut-être elle vous a fait réfléchir à quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, vos avis m'intéressent toujours énormément. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.